Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement ravie de vous retrouver aujourd'hui au Hub des Territoires, l'espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires. Je suis Blandine Calcio-Godino, directrice écosystème et innovation de la Banque des Territoires. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un événement dédié aux ressources et aux dispositifs européens d'appui à la transition numérique des territoires. Alors cette rencontre, elle a été organisée en partenariat avec la Commission européenne, avec Cap Digital et avec le CEREMA, et c'est l'occasion de mettre en lumière les outils de jumeaux numériques qui sont déployés par les collectivités et certains moyens pour accompagner les collectivités et les territoires apportés par la Commission européenne, mais pas que, parce que nous évoquerons également autour du témoignage de Bordeaux Métropole l'appel à projet démonstrateur d'IA frugal dans les territoires que la Banque des Territoires opère pour le compte de l'État. Alors, comme vous le savez, bien sûr, la transition numérique est devenue un enjeu stratégique majeur pour tous les territoires, urbains comme ruraux, au cœur de la cohésion sociale et territoriale, de l'inclusivité des citoyens et du besoin de rendre les territoires durables. Cette transition nécessite cependant de disposer des bons outils, des bons accompagnements et des bonnes ressources pour réussir ensemble, efficacement et durablement cette transition. Alors, dans la note de conjoncture data, IA et cybersécurité que nous publions annuellement avec La Poste et que vous avez très certainement déjà consulté, nous avons mis en évidence que si seulement 5% des collectivités de plus de 3500 habitants disposent d'un jumeau numérique, contre 33% des métropoles, 19% des collectivités annoncent leur intention d'en déployer un dans les 12 prochains mois. L'année 2025 pourrait donc être l'année des jumeaux numériques, notamment sous l'impulsion du rapport Territoire connecté et durable remis par Valérie Nouvel, qui est VP du département de la Manche, sous l'impulsion bien sûr de la Commission européenne, mais aussi grâce à l'initiative conjointe de l'IGN et du CEREMA pour un appel à commun numérique qui avait été lancé en mai 2024 pour construire le jumeau numérique de la France. Cette rencontre, c'est donc une invitation à la réflexion et à la collaboration sur les moyens pour adapter nos territoires aux défis numériques auxquels ils font face. Et entre la présentation d'outils à disposition des territoires et des retours d'expérience concrets, cet après-midi, ça sera vraiment l'occasion de façonner ensemble et durablement l'avenir des territoires. Alors l'événement d'aujourd'hui marque d'ailleurs la fin d'un cycle que vous avez été nombreux à suivre, un cycle de 5 conférences organisées au Hub des Territoires sur le thème de la data, de l'IA dans les territoires. L'idée était d'offrir aux collectivités des pistes, des retours d'expérience et des éclairages sur l'utilisation de la donnée, de leurs données, et d'offrir des outils pour la bonne utilisation de celle-ci. Il s'agit d'ailleurs d'une des mesures phares du plan stratégique de la Banque des Territoires. Et cet accompagnement passe, entre autres, par des outils qui sont développés ici à la Banque des Territoires, comme notre nouveau service numérique 360. L'objectif de cette solution, c'est de rassembler toutes les ressources nécessaires à la réalisation d'un projet numérique dans un territoire, allant de la conception à la réalisation. Il s'agit vraiment d'un véritable parcours d'accompagnement de bout en bout, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, quasiment. Et je tiens encore à remercier particulièrement l'ensemble de nos partenaires pour cet après-midi, la Commission européenne, Cap Digital et bien sûr le CEREMA. Je laisse à présent la parole à Diane Collier et j'en profite pour la remercier également pour l'organisation et l'animation de ce très bel événement. Merci Blandine et bonjour à toutes et à tous en présentiel ou à distance. Donc, je suis Diane Collier, je suis chargée de mission innovation territoriale et numérique à la Banque des Territoires et j'animerai cet événement de cet après-midi. Alors Blandine l'a indiqué, c'est l'événement qui clôt, c'est le 6e et dernier événement d'un cycle qu'on a voulu sur la data et sur l'IA. On a commencé en novembre dernier avec un événement qui posait un peu les dynamiques de l'année 2024 autour de la note de conjoncture que l'on publie annuellement avec La Poste, sur la data, sur l'IA et la cybersécurité. On a eu un événement de lancement de Numérique 360 et puis en février, on s'est un peu plus focalisé sur les sujets d'IA, notamment dans une logique d'un peu de side event de l'IA Summit qui a lieu à Paris. Et on s'est posé des questions autour de cette IA générative, de la relation aux citoyens et est-ce que ça révolutionnait tout ça.
Et puis aujourd'hui, on va continuer à creuser ces sujets de transformation numérique, et notamment le sujet des jumeaux numériques, et puis les dispositifs d'appui que peut proposer la Commission européenne. Alors, dans la note de conjoncture qu'on publie annuellement, on voit les dynamiques des collectivités d'utilisation de cette data, de ces jumeaux numériques, et tout un tas de cas d'usage autour de l'utilisation des jumeaux numériques, de l'aménagement, de la gestion des risques. Et ces nouvelles technologies et ces nouveaux usages, ça sous-entend aussi que les collectivités montent en compétences. L'utilisation aussi de jumeaux numériques, ça sous-tend la mise en commun de données, des gouvernances de la data territoriale, ou encore de s'approprier certains concepts comme l'interopérabilité. On y reviendra lors de cet événement. Rappelons aussi que cet événement, donc Blandine l'a dit, est co-organisé avec la Commission européenne, avec le CEREMA et avec Cap Digital. Et on va aujourd'hui se poser cette question, comment on peut relever ces défis et surtout quels sont les dispositifs de soutien. Donc pour débuter ce programme, je vous propose, et j'espère qu'il est connecté, d'écouter Miguel Álvarez Rodríguez de la Commission européenne. Et puis j'invite Alexandre Chaffot de Cap Digital et Sophie Houzet à nous rejoindre sur le plateau. Merci. Alors, est-ce que vous connectez ? Alors, Monsieur Álvarez Rodríguez, est-ce qu'on a la petite visio ? Alors, est-ce que vous nous entendez ? Oui. Eh bien, on vous entend. Et on vous laisse prendre la parole. D'accord. Et je comprends que vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Très bien. Ah, parfait. Merci beaucoup pour cette invitation à la Commission européenne pour participer dans cette séance sur les numériques, les villes numériques en France. C'est un grand honneur pour nous de soutenir cette séance et le contexte de ce que nous faisons ici à la Commission européenne avec ces projets CD et améliorer les services et les opérations des villes. Et pour ça, on peut introduire les technologies avancées qui vont apporter l'efficacité, la prise de décision fondée sur les données, tout à fait, et l'engagement avec les citoyens. Et il y a aussi des technologies qu'on peut utiliser comme les réalités augmentées. Et de cette manière, on va aboutir à une meilleure croissance économique dans les villes s'ils deviennent plus efficaces. Et le but aussi, c'est de booster tout à fait la transformation numérique. Et pour ça, nous gérons plusieurs initiatives comme soutenir les villes dans les transformations numériques, les villes qui sont dans un état débutant. Et on peut en profiter des quelques outils qui sont à disposition d'eux, comme l'Ordimas, c'est une méthodologie pour faire une évaluation de quel est les points de départ, quel est l'état des numériques dans une ville, et de cette manière créer une feuille de route pour utiliser les technologies afin qu'ils puissent soutenir les politiques d'amélioration des services publics. Nous savons aussi, c'est un exemple, ce qu'on fait aujourd'hui avec CEREMA, et on a créé une communauté et un réseau de communautés de villes numériques dans l'Union européenne. Et CEREMA, c'est le partenariat. Nous avons un partenariat, c'est les partenaires en France de ces réseaux européens. Et on va exploiter aussi le potentiel de l'intelligence artificielle. Et pour ça, nous travaillons afin que les villes puissent profiter de quelques outils et quelques solutions basées sur l'intelligence artificielle pour créer des jumeaux numériques. Et ça s'appelle le projet boîte à outils pour les jumeaux numériques locaux. Et finalement, nous avons la pensée de converger toutes les initiatives que nous soutenions
à la fin, les désirs et les buts, c'est que toutes les choses convergent dans ce projet qui s'appelle EDIC. C'est un projet qui va joindre toutes les villes de l'Union européenne ou un grand nombre de villes pour créer des infrastructures communes et pour soutenir et créer un marché unique et pour les gémons numériques. Et on a tout à fait 3 objectifs. Et comme je viens de dire tout à l'heure, on va sensibiliser et préparer la communauté de l'Union européenne en fournissant des ressources, des bonnes pratiques et des formations. Et on va les voir après dans des autres séances, des autres présentations aujourd'hui. Et accroître le déploiement des infrastructures numériques et avec une transformation numérique personnalisée, les feuilles de route basées sur les niveaux de digitalisation d'une ville avec l'ordonnance et des autres méthodologies. Et finalement, soutenir les villes qui sont plus avancées et qui vont montrer aux autres quel est le chemin à suivre en ce qui concerne comment l'intelligence artificielle et les gémeaux numériques, et Bordeaux, tout à fait, c'est un cas très, très avancé, comme toutes les technologies, les gémeaux numériques puissent s'utiliser pour créer une ville plus durable et qui est basée sur des décisions intelligentes, dans le sens que les décisions sont prises en fonction des données historiques et les politiques publiques de cette manière vont devenir plus avancées en base de données réelles, on peut dire. Et je crois que ça, c'est la dernière slide que je vais utiliser, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, je vous souhaite à tous une belle séance, une belle soirée et profitez bien de toutes les informations que les collègues vont vous fournir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Rodriguez Alvarez, pour votre temps. Et puis, nous a rejoint Sophie Houzé, directrice de la Fabrico au CEREMA, et Alexandre Chaffaut, chef de projet recherche, développement et innovation, je ne me trompe pas, Alexandre, chez Cap Digital. Alors, Alexandre, qu'est-ce que Cap Digital? Comment votre réseau s'implique précisément sur cette partie de transformation numérique des territoires, et notamment en lien avec l'Europe? À Cap Digital, on se définit comme une fabrique de l'innovation numérique à impact, c'est-à-dire qu'on utilise l'innovation comme levier de la transition numérique et aussi transition écologique, et on essaye aussi de la mobiliser pour décarboner un peu le numérique, cette innovation. Après, on est une structure qui contient un peu plus de 800 membres, donc des PME, des startups, des grands comptes, des institutionnels, des académiques aussi, et en fait ils se répartissent en communautés, dont une communauté territoire intelligent et durable, et en fait notre rôle c'est d'accompagner cette communauté dans le montage de projets collaboratifs innovants et aussi de les guider sur des dispositifs de financement, des guichets régionaux, nationaux et européens. Et on va en parler tout à l'heure sur une séquence dédiée. Sophie Houzé, donc responsable de la Fabrico au CEREMA. Qui ne connaît pas l'action du CEREMA dans les territoires? Ne levez pas la main. On va juste faire un petit focus, peut-être les actions du CEREMA spécifiquement sur cette partie de transfo numérique. Qu'est-ce que vous faites à la Fabrico? Ok, bonjour à tous. Donc, nous faisons 3 types d'actions. Des actions visant à faire monter en compétence les collectivités, à les faire travailler plus en synergie avec les entreprises, notamment avec le programme Capacities. On les accompagne aussi à évaluer l'impact des projets qu'ils ont pu déployer sur leur territoire en utilisant des technologies numériques dans toute leur politique publique, que ce soit la gestion de leurs déchets, l'éclairage public par exemple, mais bien d'autres. Donc on les aide aussi à évaluer avec une méthode d'analyse coût-bénéfice. Et puis on joue aussi le rôle de tiers de confiance quand les collectivités passent des marchés avec différentes entreprises, différents cabinets de conseil. On joue le rôle de tiers de confiance sur les sujets numériques, mais aussi en apportant des expertises pointues spécifiques dans les différents métiers du CEREMA. Et notamment, on est aujourd'hui tiers de confiance dans le marché que l'UGAP a lancé sur les territoires de demain.
Merci Sophie. Alors on a utilisé plusieurs fois le terme jumeau numérique en introduction de cet événement, mais avant d'en parler plus en détail avec le cas de Bordeaux Métropole, c'est toujours intéressant de définir de quoi on parle. Alexandre, l'exercice est pour vous. Qu'est-ce qu'un jumeau numérique ? Alors, je vais reprendre une définition qu'on avait utilisée avec Sophie à l'UTNT, à Strasbourg l'année dernière. Donc, c'est une plateforme de données qui a un rôle un peu particulier, qui est de préciser un petit peu la ville et ses fonctions de manière la plus précise possible, et de simuler aussi les phénomènes qui peuvent s'y produire. Et donc, je déduis de cette définition 3 mots-clés, donc être le plus précis possible dans la représentation de la ville, afin, effectivement, de pouvoir simuler les phénomènes qui s'y passent. Et aussi, pour simuler ces phénomènes, j'imagine qu'il faut bien penser toutes les interactions entre tous les éléments qui constituent une ville. Et ça peut être fait, effectivement, en 3D, comme on le dit généralement, mais aussi en 2D, comme on le verra avec Bordeaux Métropole. Donc voilà, rapidement. Et donc l'utilisation des jumeaux numériques, ça soulève tout un tas de sujets dont on va reparler, maîtrise des technologies, comment on monte le projet, comment on le finance, l'ingénierie, la technicité derrière, le jumeau numérique local. On va évoquer tout ça. Blandine Cassio-Godino, on vous a entendu en introduction, au vu de ce contexte de transformation numérique, tout un tas d'interventions auprès des territoires, et beaucoup de territoires qui s'engagent dans cette transformation numérique. Pourquoi c'est important aujourd'hui, côté Banque des Territoires, de faire cet événement aussi en partenariat avec Commission européenne, Cap Digital et puis le CEREMA? Alors effectivement, nous sommes vraiment convaincus, et notamment avec ce dispositif Hub des territoires, par l'enjeu du collectif, l'enjeu du faire ensemble. Et pour nous, c'est pas un petit mot, c'est cette dimension écosystème qui fait partie vraiment du projet de la Banque des Territoires et qui est encore plus important, je pense, dans le contexte actuel, qui est un contexte de repli sur soi. Pardon, on avait un bruit ici. Parce que du coup, je parle du contexte qui n'est pas un contexte drôle du tout, mais qui est plutôt justement un contexte de repli sur soi. Et aussi un contexte où il y a une économie de ressources qui est indispensable. Et ça, c'est un de mes sujets clés. On peut faire de l'économie de ressources uniquement si on se met à plusieurs sur un même sujet, sur un même enjeu. Et donc, pour nous, il est essentiel de trouver des leviers pour faire sur les territoires, pour faire avec les territoires et mobiliser donc ces écosystèmes. Donc, comme je le disais, à la Banque des Territoires, on le fait de plusieurs manières. Déjà, donc, avec ce dispositif Hub des territoires, on rassemble à la fois des hommes et des femmes qui sont, je le dis toujours, petite mention, sur ces sujets numériques, on n'en a jamais assez, mais elles sont bien présentes, je le sais, à la fois connectées dans la salle, donc c'est super, les hommes et les femmes, et que nous réunissons Hub des territoires depuis 3 ans, des acteurs de toutes les régions, du secteur public comme du secteur privé, pour vraiment comprendre les enjeux, faire remonter la demande des territoires et puis imaginer des projets ensemble. On accompagne aussi, je l'ai indiqué, le développement dans les territoires directement en repartant donc de leurs attentes, des besoins et en facilitant ces rencontres publiques-privées. Pour vraiment œuvrer à la définition de modèles socio-économiques qui sont pertinents et qui peuvent être durables dans les territoires. On soutient aussi, c'est ce que tu as indiqué, ce que vous avez indiqué, Diane, puisqu'on peut-être on se voit sur scène, le levier on souhaite vraiment agir sur le levier de la réplicabilité des projets. Pour nous, c'est vraiment un enjeu majeur. C'est pour ça d'ailleurs que on pense que notre action est extrêmement pertinente quand on soutient les projets de démonstrateurs pour le compte de l'État à travers, par exemple, l'appel à projets démonstrateur d'IA Frugal. Il s'agit de faire vraiment en sorte que ces projets ils soient documentés, qu'ils soient renseignés, pour qu'ils puissent être le plus possible, parce qu'on sait que rien n'est jamais réplicable en l'état, mais le plus possible être dupliqué et diffusé. Et c'est ce qu'on met aussi en évidence dans le cadre de ce dispositif dont je parlais tout à l'heure, qui est Numérique 360. L'enjeu, c'est vraiment de diffuser très largement les retours d'expérience des territoires pour qu'ils puissent être appropriés par d'autres. Et puis enfin, et tu l'as indiqué, Diane, travailler en mode écosystème, c'est vraiment justement travailler avec un ensemble de partenaires, à la fois pour élaborer des études, pour élaborer aussi des événements en commun. Et donc voilà, encore, on le redit, mais aujourd'hui, c'était pour nous important de pouvoir être ici avec Cap Digital, avec le CEREMA et avec la Commission européenne. Bon, merci à tous les trois, on vous retrouve tout à l'heure. Et si les jumeaux numériques nous permettaient d'atteindre les objectifs du Green Deal? Le Green Deal, c'est le pacte vert, la feuille de route environnementale de la Commission européenne qui a été adoptée en 2019,
2019, qui vise à atteindre la neutralité carbone de l'Union européenne en 2050. Alors la transformation numérique au service de la transition écologique, c'est un chapitre que nous allons aborder tout de suite avec le cas de Bordeaux Métropole. Et donc j'invite Christophe Collinet à me rejoindre pour évoquer ce point. Bon, là, ici. Très bien. Alors Christophe, vous êtes chargé de mission métropole intelligente à la métropole de Bordeaux. Vous supervisez un projet particulièrement intelligent qui est celui du jumeau numérique au service de la transition écologique, le projet Stack-Optin, qui est, rappelons-le, lauréat aussi de l'appel à projet démonstrateur d'IA Frugal dans le cadre de France 2030 et qui est opéré par la Banque des Territoires. Alors, ce projet permet de mieux piloter la rénovation thermique, énergétique des territoires. Je rappelais juste un petit chiffre pour montrer l'importance de ce sujet. La consommation énergétique des bâtiments publics représente 81% du total de l'énergie consommée par les collectivités et du coup des coûts associés aussi à optimiser. Alors, hop là, c'est un véritable sujet dont vous avez souhaité vous emparer à Bordeaux Métropole. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ça et puis peut-être quelques chiffres clés sur votre territoire ? Oui, tout à fait. Déjà, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui et merci à la Banque des Territoires de nous avoir fait confiance dans le cadre de ce premier appel à projet puisque c'était la première vague dans laquelle il y avait une composante d'IA Frugal. Petite remarque par rapport aux chiffres, donc on constate aujourd'hui que 44% de l'énergie est consommée par les bâtiments au niveau national, alors qu'on pourrait imaginer que c'est plutôt les mobilités qui sont fortement consommatrices aujourd'hui, si on compare, donc c'est uniquement, entre guillemets, mais 31% d'énergie au niveau national qui sont consommées sur les mobilités. Donc tout ça pour dire que les bâtiments, c'est quand même quelque chose de très, très, très important et très impactant. Le parc public des collectivités, c'est 27% aujourd'hui du parc tertiaire au niveau national. Pour une collectivité, donc, vous l'avez évoqué, donc c'est 80% du total de l'énergie consommée dans la collectivité, sachant que le reste, c'est globalement lié à l'éclairage public. Mais donc 80% quand même au niveau des bâtiments. Et puis, tout le monde le sait au sein des collectivités, mais on est aujourd'hui engagé dans la dynamique du décret tertiaire qui nous amène à réfléchir à une économie de 40% d'énergie à l'horizon 2030, 50% à l'horizon 2050, etc. Voilà. Et donc, vous avez mis en place une stratégie pour atteindre ces objectifs, notamment dans le cadre de votre PCAET. Oui, alors peut-être aussi rappeler au niveau des consommations, juste avant, pardon, parce qu'il me manque, il me manque un slide. Voilà, j'étais perdu. Ça y est, j'ai retrouvé. Donc peut-être donner des ordres de grandeur entre les deux partenaires, parce que je ne l'ai pas précisé, mais dans le projet Stack-Optim, on a deux partenaires, un partenaire public, donc en l'occurrence, et chef de file Bordeaux Métropole, et on a un partenaire privé qui est Domo France, qui est un bailleur social. Pardon, je vais juste avancer. Voilà, et indiquer donc pour Bordeaux, en l'occurrence, c'est 1 200 000 m² de chauffage collectif, 1 million pour Domo France, donc des parcs qui sont relativement cohérents en termes de superficie, mais c'est surtout 120 gigawattheures par an pour la métropole, 138 gigawattheures par an pour Domo France. Donc je voudrais juste rappeler un enjeu qui a été fondamental pour notre décision de s'engager sur cette politique de rénovation. Avant la guerre en Ukraine, donc c'était 14 millions d'euros en 2022 pour Bordeaux, 9 millions pour Domo France par an de factures d'énergie qui ont bondi donc de 14 à 30 millions d'euros pour Bordeaux Métropole et de 9 à 21 millions d'euros pour Domo France. Donc quand on sait les efforts que font, alors je vais parler des collectivités, pour pouvoir diminuer ces coûts de fonctionnement dans la conjoncture nationale actuelle où on cherche à réduire tous nos déficits, quand on sait également que c'est grâce aux économies de fonctionnement qu'on peut investir dans les collectivités, sauf à avoir recours à l'emprunt,
Mais il n'y a pas 36 solutions, une collectivité doit rester à l'équilibre. Donc pour rester à l'équilibre, il faut donc faire des économies sur le fonctionnement. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage, mais vous avez compris qu'effectivement, c'est presque une question vitale pour nous de faire des efforts en l'occurrence. Alors oui, pour rebondir sur ces engagements, effectivement, nous, le projet Stack Optim s'aligne tout à fait avec les engagements du PCAET, donc le plan climat, air et énergie territoriale, qui a été voté en 2022 pour nous. Bordeaux Métropole fait partie des Net Zero Cities, donc les villes qui visent la neutralité carbone en 2030, sachant que à l'échelle de l'Europe, il y a 100 villes qui ont été retenues. À l'échelle nationale, il y en a 8, a priori peut-être 9. Voilà, donc c'est quand même des engagements qui sont à la fois très courts. 2030, c'est demain, quand on parle des efforts à faire sur ce type de rénovation. Et en même temps, les efforts sont très importants aussi. Neutralité carbone, c'est ambitieux, mais c'est malheureusement réaliste par rapport aux enjeux auxquels on fait face. Et alors, si on soulève un peu le capot de Stack Optim, c'est quoi l'objectif du projet? Comment vous y êtes allé? Comment vous avez monté tout ça? Alors, en fait, vous l'aurez compris, quand on veut accélérer sur ce type d'opération, il faut qu'on change de braquet. Jusqu'à présent, en fait, nos équipes de rénovation étaient parties sur des plans pluriannuels de rénovation des bâtiments qui étaient relativement classiques. C'est-à-dire qu'on fait un DPE avec un bureau d'études thermiques. Ce DPE donne lieu à un bouquet de travaux. On évalue avant ou pas, on évalue après ou pas. Voilà, tout ça n'était pas forcément ni industrialisé ni structuré. Stack Optim, on veut changer de méthode. C'est-à-dire qu'en fait, on veut vraiment partir de la mesure et l'analyse de l'existant, donc du bâti, en prenant des mesures à travers des capteurs qu'on installe sur ces bâtiments, et 2, en réalisant des jumeaux numériques. Donc c'est l'objet de la présentation, c'est-à-dire qu'on va représenter l'enveloppe thermique du bâtiment, et sur cette enveloppe thermique, c'est là qu'on va pouvoir lancer des algorithmes de simulation thermique dynamique et de simulation énergétique dynamique qui seront à la fois beaucoup plus précises que ce qu'on peut faire à partir d'un DPE, voilà, qui prend des recettes de cuisine habituelles, et qui sont aussi beaucoup plus innovantes dans l'offre de bouquet de services de rénovation qu'elle propose. C'est-à-dire qu'en fait, avec les algorithmes, on peut faire 1000 simulations si on veut. Alors là, c'est là où l'intelligence artificielle nous aide, puisqu'en fait, elle va limiter le nombre d'opérations par apprentissage, au fur et à mesure qu'on va travailler sur des bâtiments différents. Donc, on mesure, on simule, on met en œuvre, on remesure et on vérifie qu'effectivement, ce qu'on avait évalué avant l'opération correspond bien à ce qu'on retrouve dans la réalité. Et si ce n'est pas le cas, ce qui peut arriver, on optimise les algorithmes et les programmes d'intelligence artificielle qui permettent de lancer ces simulations. Voilà. Donc on essaye de mettre en place un cercle vertueux qui va être sous forme d'un processus d'amélioration continue de l'opération et qui nous permettra, on le souhaite, d'accélérer et d'être beaucoup plus efficient dans nos opérations. Et donc Stack Optim, c'est l'acronyme pour standardiser vos audits et comptages pour optimisation énergétique de vos bâtiments. Stack Optim. C'est bien, c'est la première fois que je l'entends bien du premier coup. Et voilà, je l'ai lu. On va voir une petite vidéo derrière, si ça fonctionne bien. Voilà, on va la laisser défiler, mais si elle fonctionne. Bonjour, je suis Thomas Fortin, si on peut ingénieur chargé. Voilà, merci. Donc une vidéo qui... Voilà. Oui, alors en fait, je ne sais pas si ça tourne. Si ça tourne. L'idée, c'est de montrer un peu concrètement de quoi on parle, puisqu'on a quelques slides, mais voilà un peu la modélisation que vous avez à Bordeaux sur les bâtiments et comment ça peut être un peu utilisé. Il y a un exemple concret, c'est celui du musée d'Aquitaine, il me semble. Et donc là, on voit qu'il y a différentes utilisations possibles. Est-ce que vous pouvez nous commenter rapidement là ce qu'on voit c'est surtout qu'on a on a simulé le bâtiment qui n'est pas un bâtiment simple. Le musée d'Aquitaine, c'est un bâtiment du XVIIe siècle. Donc forcément, on a cherché les difficultés d'entrée.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de l'exposition, vous l'avez peut-être vu rapidement au début de la vidéo, mais on a l'exposition solaire, on a l'exposition lumineuse, on a les différents composants du bâtiment, à la fois en termes d'isolant, c'est-à-dire les ouvrants, la couverture de ce bâtiment. Et là, voilà, on en est effectivement à lancer des simulations d'énergie et qu'on va comparer à la mesure réelle de ce qu'on aura sur nos remontées de capteurs. Voilà. Et donc pour Stack Optim, vous y êtes allé en consortium avec différents acteurs. Et puis souvent, ce type de projet, ça amène aussi une organisation aussi dans les collectivités. Pour d'autres collectivités qui sont en présentiel ou à distance, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous vous êtes organisé et comment vous vous organisez même actuellement pour mettre en œuvre Stack Optim? Oui, effectivement, Stack Optim, c'est un consortium de 5 partenaires, 4 privés, donc, dont 2 maîtrises d'ouvrage, Bordeaux Métropole, Domo France. Bordeaux Métropole est en chef de file, et on a 3 partenaires privés, donc Drias, qui est notre maître d'œuvre qui nous accompagne sur tout ce qui est conseil en rénovation thermique. On a Enerlab qui est le cabinet d'études thermiques, et on a Coquelicot qui est une petite start-up, enfin petite, ils sont maintenant une vingtaine de personnes, mais qui travaillent justement sur le développement des algorithmes d'intelligence artificielle pour améliorer le processus que j'évoquais tout à l'heure d'évaluation continue. Et rapidement, pour conclure cette séquence, quelles sont vos prochaines étapes sur Stack Optim? Est-ce qu'il y a ces prochaines semaines, ces prochains mois, des choses à suivre? Alors, les prochaines semaines sont vraiment très critiques, puisqu'en fait, on a lancé dans le cadre de l'appel à projet, donc on a un volet qui s'appelle TID, donc Territoire Intelligent Durable, auquel on rajoute le DIAT. Voilà. Et donc là, on travaille sur la partie TID, c'est-à-dire que tout ce qu'on évoquait en termes de mise en place de capteurs pour faire de la prise de mesure sera remonté à travers un réseau Internet des objets pour lequel on a lancé un marché qui est arrivé à son terme le 24, donc hier. Donc on a reçu les offres des opérateurs. Donc ça c'est vraiment important pour nous puisqu'il faut qu'on soit opérationnel, que le marché, le titulaire qui sera retenu dans le cadre de ce marché puisse démarrer les travaux fin juin, surtout pour qu'on soit prêt avant la période de chauffe d'hiver, septembre, sur les 20 bâtiments qui sont retenus dans le cadre du projet, et commencer effectivement la première campagne de chauffe qui nous permettra de s'assurer que nos modèles fonctionnent correctement. Voilà. Merci beaucoup Christophe. Alors on court un peu après le temps, mais on va peut-être prendre une question dans la salle s'il y en a une. Non, pas de question dans la salle. Oui, monsieur. Alors on va vous passer un micro. Merci. Oui, Christophe, merci pour ce témoignage. Moi, je voulais poser la question de la réplicabilité ou de la réutilisabilité des composants. En amont, toi, qu'est-ce que tu as pu réutiliser ou qu'est-ce que tu as pu répliquer dans ce qui était existant? Et en aval, qu'est-ce que les autres territoires pourront répliquer de l'expérience de Bordeaux? Merci. Oui, alors en amont, on n'avait pas grand-chose au niveau des jumeaux numériques sur de l'enveloppe thermique de bâtiment. Donc on a créé le jeu de données from scratch, en fait. Ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, c'est surtout la méthodologie qui sera réplicable pour que les bureaux d'études puissent changer leur méthode de travail et apporter beaucoup plus de fiabilité dans ce processus de rénovation, et d'avoir un processus de rénovation qui soit réellement industriel, voilà, et de plus faire de la rénovation comme avant. Merci Christophe pour ce temps de présentation. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à la séquence suivante. On a vu qu'il était important d'accompagner les territoires dans leur transformation numérique, et donc pour guider ces territoires, l'initiative EU Support de l'Union européenne fournit aux villes et aux communes, territoires de l'Union européenne, des outils et des ressources. Pour découvrir ce dispositif, je vous propose d'accueillir d'Innoveva Gilles Garcia, responsable du réseau Serendipity. Merci Christophe. Et d'accueillir également Anthony Guéroux, qui est directeur numérique et système d'information à l'ISU-Normandie, qui nous fera un retour d'expérience de l'utilisation de ces différents dispositifs. Bonjour Genoveva. Hop.
Donc, Genoveva, au sein de l'initiative EU Support Services, vous déployez pour le compte de l'Union européenne un outil qui propose d'évaluer la maturité numérique de la collectivité, son infrastructure IT et sa stratégie. Je vous laisse donc nous parler de ce dispositif et nous aurons à distance aussi Anthony Guéroux pour ce retour d'expérience. Merci Genoveva. Merci Diane. Bonjour à tous et à toutes. Et bon, d'abord commencer ma présentation, je voudrais remercier le CEREMA et Cap Digital et surtout aussi le Hub de Territoire pour leur soutien dans l'organisation de cet événement et surtout Cap Digital et CEREMA pour leur engagement dans l'initiative de la Smart Communities Network. Et bon, alors je vais commencer ma présentation, je vais mettre ici. Je vais présenter aujourd'hui des outils à échelle européenne. Mais d'abord, commencer à présenter les outils, je voudrais mettre en contexte les outils. Nous sommes en pleine décennie numérique et les villes et communes européennes doivent s'aligner avec la législation du numérique, avec les exigences d'interopérabilité. Et c'est pour ça que la Commission européenne a déployé cette initiative pour aider les territoires à niveau européen à déployer ces jumeaux numériques et le GovTech qui en fait constitue le noyau ou l'avenir pour l'infrastructure urbaine des territoires à niveau européen. Et pour cette raison-ci, la Commission a déployé le Consortium européen pour les infrastructures numériques, dont on parlera plus tard aujourd'hui. Et aussi, en faisant partie de cette initiative, un outil qu'on va présenter maintenant, que je vais présenter maintenant, qui est le Online Procurement Helpdesk. Le Online Procurement Helpdesk est un outil en ligne. C'est une plateforme, c'est plus qu'un service en ligne, c'est en fait un parcours pour les villes et territoires participantes. Et maintenant, ça fait partie de cette initiative européenne qui va donner service à 150 villes et communes à niveau européen. Par l'instant, on a déjà donné service à environ 103 villes et communes européennes. Et le service offre les villes avec des experts, on les appelle les City Guiding Agents, qui vont guider les villes et les communes dans leur parcours de transition numérique tout au long du processus. Et le résultat, qu'est-ce qu'ils vont les villes obtenir après faire partie de ces parcours? Ils vont obtenir une feuille de route de transition numérique ou un roadmap, ça comme on l'appelle en anglais, et où ils vont pouvoir identifier les besoins en matière d'achat public. Ils vont aussi être fournis avec des modèles d'approvisionnement et des lignes directrices qui vont les aider à comprendre leurs stratégies et à être en ligne avec la législation du numérique à niveau européen et avec les exigences d'interopérabilité comme les mécanismes minimums d'interopérabilité. On parlera de ça plus tard aussi aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il nous faut des villes et communes européennes pour participer dans cette initiative? Il nous faut qu'une équipe multidisciplinaire et l'effort requis est de 2 à 4 jours pour pouvoir réaliser les différentes évaluations qui font partie du parcours. Et on verra ça maintenant. Je vais vous montrer ici le parcours pour les villes et communes participantes. Alors, on commence avec une séance informative avec les villes et communes, les représentants de villes et de communes. Et ensuite, on commence avec les différentes évaluations. La première évaluation est l'évaluation de la maturité numérique globale. Et ça se fait à travers de la plateforme de l'outil Lordimas. On va voir ça plus de près dans la suivante diapositive, mais Lordimas est un outil indépendant. Et ça permet les villes et communes d'évaluer leur maturité numérique globale et aussi en de différents domaines numériques. Ensuite, la troisième étape est d'évaluer plus en détail les stratégies de la ville, en plus en détail et selon leurs objectifs de transition numérique. Une fois qu'on connaît les stratégies, on peut passer à évaluer l'infrastructure informatique de la ville.
Et dernièrement, une fois on a déjà évalué la maturité numérique globale, on connaît les stratégies, on connaît quelle est l'infrastructure informatique, les villes et communes sont prêtes pour recevoir leur feuille de route de transition numérique qui va être personnalisée et adaptée aux besoins de la ville. Mais on ne finit pas le parcours ici. La suivante étape est d'obtenir de soutien à l'approvisionnement. Et bon, les villes et communes bénéficient d'un soutien pour identifier les différents besoins en matière d'achat public. Et pour ça, comme je disais, ils vont recevoir des modèles d'approvisionnement et des lignes directrices pour comprendre les différents modèles. Alors, un peu de plus près, je voudrais parler de l'Ordimas. Comme je disais, c'est un outil indépendant. Et en fait, la définition, c'est un outil interactif conçu pour aider les gouvernements locaux et régionaux à comprendre où ils en sont dans leur parcours de transformation numérique. L'Ordimas suit une approche fonctionnelle parce que ça permet les villes et communes d'évaluer leur maturité numérique globale et en de différents domaines. Ça permet aussi de comparer. Alors, une fois les villes et communes ont reçu leurs résultats de maturité numérique, ils peuvent comparer leurs résultats avec des autres villes et communes à niveau européen à travers d'un tableau de bord interactif. Et l'Ordimas permet de partager des bonnes pratiques avec des autres collectivités à niveau européen et aussi elle permet les villes et les territoires d'apprendre des recommandations politiques et de ces bonnes pratiques. Je voudrais faire noter que l'outil est déjà disponible en français, l'évaluation et aussi la plateforme. Et vous pouvez accéder maintenant à l'outil sur lordimas.espon.eu. Et dernièrement aussi, je voudrais faire remarquer les différents acteurs qui ont fait partie du processus de création de l'Ordimas. Bien sûr, la Commission européenne, le Comité de région et les différents réseaux de villes à niveau européen comme Eurocities, ERIN, OASCO, European Networks of Living Labs, et aussi remarquer ESPON, qui est vraiment le cerveau derrière le développement, de la création de l'outil. Bon, on a avec nous aussi aujourd'hui le coordinateur du groupe de travail du Monitoring and Measuring Working Group, Rodolphe Daté. Alors, si vous avez des questions sur l'Ordimas, vous pouvez vous adresser à lui parce qu'il va vous raconter très bien comment est-ce qu'elle a été créée et des autres détails de la plateforme. Alors ensuite, une fois les villes, comme je disais, ont fini leur parcours, ils ont évalué les différentes, la maturité numérique, les stratégies et l'infrastructure informatique. Ils vont recevoir une feuille de route de transition numérique personnalisée. Comme vous pouvez voir sur l'écran, nous avons un exemple. Ici à gauche, nous avons les catalyseurs et capacités et un calendrier de référence. Et à droite, nous avons la liste d'initiatives correspondant à chaque catalyseur et capacité. Ça veut dire que ce sont les catalyseurs et capacités sur lesquels la ville ou commune doit travailler selon leurs stratégies, les objectifs des transitions numériques et durables. Et en fait, en vue de développement d'une plateforme numérique locale et puis d'un jumeau numérique. Ensuite, et on ne finit pas ici, comme je disais, les villes et communes vont recevoir du soutien à l'approvisionnement. Le soutien est fourni par des experts, les City Guiding Agents. Ils vont répondre aux besoins spécifiques en matière d'achat public. Et tout ça se fait vers la plateforme, le Helpdesk. Et dans la diapositive suivante, ici, nous pouvons voir le modèle d'approvisionnement que, en fait, ils ont déjà été publiés sur Living in EU. Ils sont en ouvert et bientôt, ils vont être disponibles en français et allemand. Mais bien sûr, si la ville ou commune participe sur le programme, il fait partie du parcours du Online Procurement Helpdesk, ils vont recevoir le soutien des experts s'ils ont des questions en raison des modèles d'approvisionnement. Et bon, ici, vous pouvez voir les différents modèles qui sont disponibles. Nous avons d'une partie les cahiers d'appel d'offres et d'une autre partie les spécifications techniques.
L'avantage de ces spécifications techniques est qu'ils sont en ligne avec les standards européens, avec le mécanisme minimum d'interopérabilité et avec la législation du numérique. Et finalement, en accompagnant ces modèles d'approvisionnement, nous avons les lignes directrices dans les différents domaines. Ils vont être disponibles aussi en français et allemand bientôt. Et bon, je crois que j'ai fini ici ma partie parce que maintenant, je voudrais donner la parole à Monsieur Guéroux, Anthony Guéroux, qui va nous partager avec nous aujourd'hui leur retour d'expérience parce qu'ils ont déjà participé dans l'initiative. Et en fait, il vient de recevoir, je crois qu'il y a 2 semaines, leur feuille de route de transition numérique. Alors bon, Monsieur Guéroux, je vous donne la parole et on vous écoute. Merci. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Ouais, c'est parfait. Merci. Donc, bonjour, Anthony Guéroux, je suis directeur du numérique et des systèmes d'information de l'agglomération de Lisieux. Alors, j'ai voulu vous dire où se trouvait Lisieux, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc, c'est donc en cœur de la Normandie, dans le Calvados, et donc entre Le Havre, Caen et Rouen. Donc, c'est un territoire très rural, 75 000 habitants simplement, et connu principalement pour la basilique, et les chevaux et le fromage, et le Calvados. Voilà, donc on n'est pas parti très dans le numérique, mais c'est une agglomération qui est très récente, avec 450 agents sur un territoire assez grand. Et on a une particularité d'être assez dynamique en termes du numérique. On a commencé déjà par mettre du flex office pour tous les agents. Donc c'est assez particulier dans une collectivité avec le télétravail, etc. Et puis on a une marque employeur qui nous permet de s'identifier et d'avoir des valeurs communes au niveau du travail. Donc c'est un peu différent dans une petite collectivité comme ça. Beaucoup de projets en cours au niveau de l'agglomération basés sur l'innovation, comme des espaces de coworking, des espaces qui sont créés pour permettre de travailler en commun et permettre de venir travailler en Normandie. Et puis au niveau numérique, nous, évidemment, c'est des travaux un peu classiques d'une agglomération avec donc les projets cyber, les projets sur la responsabilité environnementale du numérique, les accessibilités web, mais aussi les projets qu'on porte pour les services de l'agglo comme le ZAN, les zéro artificialisation nette, ou la détection des réseaux d'eau, d'assainissement. Comme je vous le disais, c'est un grand territoire, c'est 1000 km², et donc c'est le 3e territoire de l'agglomération de la Normandie. Et en fait, on a des bâtiments, 60 bâtiments tout autour dans le territoire. Alors, le jumeau numérique, pour nous, c'était très important, c'était de pouvoir connaître le territoire. Éviter aussi les déplacements dans des services un petit peu partout sur le territoire, historiser aussi, permettre de connaître l'histoire et puis le futur aussi pour prévenir les inondations, comment préserver les mares, le bocage normand aussi, avec une connaissance sur les haies, mais aussi l'aménagement quand un nouveau bâtiment arrive sur le territoire pour pouvoir l'intégrer sur une future maquette 3D. Aujourd'hui, notre jumeau numérique, c'est composé d'une photo aérienne très précise sur tout le territoire, d'infrarouge, de laser aéroporté, ce qu'on appelle le LIDAR, mais aussi de vue immersive. Vous voyez la petite voiture qu'on met dans Panoramax ou dans d'autres outils comme ça qui permettent aux agents de pouvoir aller voir n'importe où sur le territoire quelque chose, soit sur la vue aérienne ou sur les vues immersives. On a donc sur ce jumeau numérique les réseaux d'eau, d'assainissement, fibres, etc. Et puis du BIM, des bâtiments modélisés en 3D. Et puis on aimerait aller sur la maquette 3D, ce qui est un petit peu l'objet du projet qu'on mène. Aujourd'hui, donc, on utilise le dispositif de soutien aux communautés de l'Union européenne, ce qu'on vient de vous présenter. Le but, c'est d'autonomiser les communautés dans leur parcours numérique.
en fournissant des ressources, des formations, voilà, des collaborations. Alors nous, on n'a pas encore terminé le parcours. On a passé donc ce qu'on vous a montré, le niveau de maturité. On a reçu la roadmap avec les lignes directives, et puis on a maintenant accès au modèle pour les marchés publics. Toujours très utile hein, pour des petits services juridiques très compétents, mais voilà, sur des données, des domaines très spécifiques comme le numérique, parfois on a besoin d'un bon coup de main et ces informations-là nous aident beaucoup. On a postulé pour l'initiative parce qu'on est une petite structure, on n'a pas forcément beaucoup de moyens pour pouvoir, on est 13 agents sur l'équipe. Tout le monde n'est pas forcément sur le jeu numérique, bien sûr. Il n'y a pas vraiment non plus une grande majorité, hein, c'est une petite équipe. On avait besoin de prendre du recul sur ce travail-là et puis avoir une véritable stratégie et puis d'être accompagné, puis il faut bien le dire, sans contrepartie financière, évidemment. Donc on a vraiment développé, le but c'est de vraiment développer une réelle stratégie sans le risque d'avancer par des méthodes de petits pas et de revenir en arrière. Si on n'achète pas la photo aérienne, on ne peut pas faire la maquette 3D. Si on ne met pas des cahiers des charges pour le BIM, on ne peut pas le faire. Si on ne travaille pas correctement dès le départ sur des objets connectés, on risque de ne pas avoir des choses compatibles avec notre plateforme. Donc voilà, c'est tout un tas de choses comme ça que le projet doit nous permettre d'anticiper. Et puis d'intégrer aussi, l'objectif c'est d'intégrer ce projet du jumeau numérique parmi tous les autres projets. C'est un projet structurant, mais il ne faut pas oublier que les autres, comme le cyber, le réseau, ou d'autres, ou la Lorraine ou le NIS 2, en fait, il faut bien qu'on les poursuive aussi en même temps. Donc il faut qu'on puisse s'intégrer sans perdre les choses. Alors, donc, comme je vous le disais, on était au début, et je trouve que ce que l'Europe nous propose, c'est quelque chose de très bien cadré et qui prend vraiment en compte tous les aspects et toutes les étapes indispensables du projet du jumeau numérique. Et ça, c'est impressionnant parce que, voilà, je le dis, ça permet justement de prendre tous les aspects. Alors moi, dans toute franchise, j'avais un petit peu peur au départ de participer à un projet européen. J'avais toujours l'idée de la complexité, de la barrière de la langue également. Mais en fait, je trouvais l'équipe très simple et toujours disponible, réactive. Et en fait, il n'y a aucune lourdeur. C'est très simple comme outil et ça permet d'aller assez vite. Pour moi, l'avantage principal de cet outil, c'est donc de penser gouvernance, de penser à toute la partie gouvernance qu'on ne met pas forcément en place pour impliquer nos élus et nos décideurs directement sur un projet numérique. Voilà, c'est des choses comme ça. Parler aussi de travailler sur la donnée, le stockage de sauvegarde en amont, parce qu'évidemment, on a des coûts qui sont pas forcément, qui sont toujours importants, donc il faut les prévoir en avant. Vous connaissez bien les collectivités, hein, faut les prendre de bonne heure. Penser à toutes les choses qu'on n'aurait pas forcément pu, sécurité, cybersécurité, mais surtout aussi sécurité législative, avec des données qui sont quand même assez nombreuses, et il ne faut pas non plus toujours rester dans le cadre du RGPD, de droit de la donnée, etc. Donc ça, c'est des choses importantes. Et puis penser de déploiement, parce que c'est bien d'avoir des maquettes ou des données très riches et très volumineuses, mais il faut pouvoir les déployer et pas être le seul être humain sur Terre à pouvoir l'utiliser. Donc ça, tous ces aspects-là sont pris en compte dans la démarche. En tout cas, nous demande en fait de réfléchir à tout ça. Cette roadmap-là qui est préétablie va nous prendre en compte tous les aspects. Et puis, pour moi aussi, l'avantage, c'est qu'en interne, ça montre que la démarche qui est bien organisée, bien structurée, ça me gagne énormément comme temps pour moi, pour pouvoir avancer de la bonne façon et pas perdre un aspect important. Aujourd'hui, comment je le prends en compte, le projet, je reprends en fait les phases que la roadmap nous met à disposition. Ce qui nous permet d'anticiper les marchés publics, bien sûr, les acquisitions de stockage, la gestion aussi du jumeau numérique sur la durée de vie de la maquette, par exemple. Et puis, évidemment, utiliser le soutien des aides techniques que les équipes peuvent nous fournir. Donc, on a beaucoup on n'est pas au début parce qu'on a bien avancé, mais on a beaucoup d'envie sur ce projet-là pour utiliser l'aide de l'Europe qui nous est proposée ici.
Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce projet-là. Je ne sais pas si vous avez des questions. On est un petit peu court sur le timing, donc on va enchaîner. Mais s'il y a des questions dans le chat, Monsieur Guéroux, je pense que vous pourrez y répondre. Oui, et Genoveva pourra répondre aux questions aussi dans le chat. Oui, bien sûr. Dernier point sur le Honey Procurement Help Desk. Je vais répondre à toutes les questions maintenant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais bon, justement pour finir, merci beaucoup, Monsieur Guéroux, pour votre retour d'expérience. J'ai noté beaucoup des avantages que vous avez expérimentés pendant votre expérience. Le parcours est bien structuré. Il y a beaucoup de données impliquées. Alors, ça se fait partie du roadmap avec l'alignement avec la législation numérique de l'Union européenne. Et il y a une équipe que vous accompagne tout au long du processus. Je voudrais justement dire que nous donnerons encore service à 5 villes communes françaises parce que l'initiative maintenant, c'est pour seulement 150 villes à niveau européen. Les bonnes nouvelles, c'est que c'est plutôt confirmé que ça va être transféré à l'EDIC après l'été, après juin 2025. Alors, vous pourrez participer et participer dans l'initiative après, mais je vais répondre dans les questions de chat maintenant. Merci beaucoup pour votre attention et merci, Monsieur Guéroux, encore une fois, pour accepter notre invitation. Et merci Genoveva et Monsieur Guéroux. Après être allé en Aquitaine et en Normandie, je vous propose de continuer notre tour de France avec la Bourgogne-Franche-Comté et avec le CEREMA et Cap Digital pour cette prochaine séquence sur le Living in EU, la mobilisation des dispositifs européens et l'EDIC. Donc Louis Montagne, Philippe Rouillet, Sophie Bouzet et Alexandre Chaffotte, je vous laisse la main pour cette prochaine séquence. Merci. Alors pour cette séquence, on voudrait un petit peu vous parler un petit peu des outils qu'on peut utiliser pour collecter, partager, réutiliser les données et les enjeux que ça pose en termes de gouvernance, d'interopérabilité et de mutualisation. Et on va explorer ces sujets et les ressources qu'on peut mobiliser pour traiter ces enjeux avec Philippe Rouillet, Louis Montagne, qui travaille sur le projet de la région Bourgogne-Franche-Comté, et Sophie Bouzet du CEREMA. Donc, je voudrais commencer par Philippe, peut-être nous présenter un petit peu ce que vous avez mis en place, nous présenter votre stratégie de la région Bourgogne-Franche-Comté, et notamment qui a été financée par l'appel à projet France 2030, territoire intelligent et durable. Et aussi nous préciser, dans ce cadre-là, au niveau européen, vous mobilisez aussi l'initiative. Vous faites partie de l'initiative Living in EU, une initiative européenne ouverte à toutes les villes et régions qui souhaitent partager sur leur stratégie et développer des solutions, on va dire, réplicables et transférables. Donc, nous parler un peu de tout ça. La question est vaste. Et je crois qu'il y a peu de... Enfin, j'ai peu de temps, mais je vais essayer d'être assez synthétique sur la démarche de la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors effectivement, donc moi je suis délégué à la transformation numérique, donc je gère tout ce qui est donc cette fameuse transformation numérique et l'accompagnement donc aussi dans la transition écologique, puisque la transition, en tout cas pour nous et nos élus, c'est comment derrière la transition numérique accompagne la transition écologique. Et je pense que ce qu'on a vu juste avant, les témoignages vont aussi dans ce sens-là. Donc on est effectivement une région, en tout cas nous, qui s'est impliquée très rapidement dans le numérique et dans la transformation numérique. Parce qu'on a commencé à mettre en place des stratégies, une stratégie numérique tournée sur les usages numériques. On a beaucoup parlé des infrastructures. Bien entendu, il faut que le territoire soit connecté, qu'il y ait de la fibre, qu'il y ait des réseaux hertziens, radio, la téléphonie mobile, mais il faut également développer et accompagner les usages. Donc ça, c'est quelque chose où on s'est tourné, en tout cas
assez rapidement le virage, on l'a engagé dès 2017 dans cette démarche de transformation numérique. Et c'est un sujet qui était au cœur de tout ce qu'on a engagé avec nos élus, donc, et notamment notre vice-président Patrick Moninos, qui est très impliqué dans les sujets de transformation numérique, mais également, il est aussi vice-président au niveau de l'Europe. Donc c'est aussi un deuxième sujet, puisque ça correspond à la thématique de la rencontre d'aujourd'hui. Donc voilà, sur l'aspect transformation numérique, j'ai pas fini sur mon slide. Simplement, c'est que si je continue sur les sujets, puisque ma présentation que vous avez à l'écran, en fait, c'est simplement pour montrer une de nos politiques publiques en matière de transformation numérique, c'était d'accompagner, en fait, faire bouger les territoires et accompagner les territoires dans leur transformation numérique à travers un programme qui a été mis en place en 2021, qui est un programme autour des territoires intelligents et durables. Alors effectivement, on est lauréat de l'appel à projet national, mais on avait également, nous, engagé un appel à projet au niveau régional pour accompagner les collectivités. Donc, la région Bourgogne-Franche-Comté, hein, c'est une région qui est quand même assez rurale, c'est 3 millions d'habitants, 3600 communes, et c'est comme un territoire. Alors j'entendais le collègue de Lisieux qui parlait qui était rural à 75 000 habitants. Nous, 75 000 habitants, il n'y a pas beaucoup de communes qui ont 75 000 habitants en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc comment derrière ces projets de territoire intelligent et durable, derrière on les accompagne à différents échelons du territoire, et comment derrière on engage une dynamique. Donc on avait mis nous en place un règlement d'intervention, on a mis en place cet appel à projet, 32 lauréats, donc 32 collectivités, acteurs publics qui se sont engagés dans cette démarche. C'est plus de 70 projets qui sont en cours de déploiement sur le territoire. Donc vous voyez sur la cartographie l'ensemble des territoires qui sont à peu près représentés. Hein, nous, c'est 8 départements, donc il y en a à peu près sur l'ensemble des départements. Et l'effet de levier que nous avons eu, c'est à peu près 12 millions d'euros de projets qui sont engagés sur le territoire, et avec un accompagnement à peu près de 50% au niveau de ces projets, donc c'est-à-dire 24 millions d'euros de projets qui sont en cours de réalisation sur les territoires, dans les domaines des territoires intelligents et durables. Donc une vraie dynamique est engagée, en tout cas chez nous, dans ce domaine. Merci Philippe. Peut-être pour gagner, oui, sur peut-être aussi nous préciser, parce que dans le cadre de ces appels à projets TID locaux ou nationaux, vous vous appuyez sur une plateforme, Data BFC. Oui, alors c'était la slide suivante, mais je voulais juste faire la transition, puisque dans la question initiale, il y avait le soutien à l'Europe. Et comme j'évoquais, on s'est effectivement engagé dans cette transformation numérique, nous, assez rapidement, et on essayait aussi de trouver d'autres acteurs, d'autres leviers de développement pour accompagner aussi le financement de projets. Vous savez que l'argent public est rare et devient de plus en plus rare. C'est comment derrière on change d'échelle, de paradigme, comment derrière on va aussi chercher d'autres sources d'accompagnement, d'autres enrichissements. On l'a vu avec les collègues là, qui nous parlaient de l'Ordimas et Living in Europe sur les projets. Comment derrière on essaye de se nourrir d'autres expériences. Et ça, je crois que c'est vraiment utile. Et en tout cas, si on peut faire passer aussi le message que il se passe des choses en France, mais aussi pas mal d'actions qui sont engagées en Europe. Et nous, c'est un sujet qu'on a engagé assez rapidement. Je veux dire, je vous ai évoqué 2017, l'engagement de la région dans la transformation numérique et dans une stratégie régionale. Et on a à peu près engagé en 2021. On a commencé à rechercher pas mal d'appels à projets, de s'inscrire dans des dynamiques européennes. Et je vous le présenterai aussi juste après. On a un programme européen dans le domaine. Voilà. Et puis effectivement, donc, pour revenir sur l'appel à projet TID, effectivement, donc on est lauréat d'un appel à projet TID, donc c'était en 2023, et qui était donc un projet de construction d'une plateforme open source interopérable et réplicable, hein, puisque je l'ai également entendu, c'était pour nous important de mettre en place ce projet sur le territoire. Et donc on a fait ça un consortium avec l'Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle, l'ARNIA, sur notre territoire, et UpCity en entreprise industrielle.
Bonjour à tous, je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Donc moi, je m'appelle Louis Montagne, je suis de la société Askem et je suis missionné par l'Arania pour diriger le projet DataBFC. Donc DataBFC, ça existe avant DataBFC TID. En fait, c'était déjà un projet qui était lancé par la région, assez structurant dans l'idée au départ de fournir des outils principalement pour les observatoires régionaux, parce que les observatoires régionaux analysaient beaucoup de données et se recréaient à chaque fois avec des outils nouveaux, des appels d'offres et ainsi de suite. Et donc là, l'idée, ça a été d'urbaniser ça et de proposer des outils pour les observatoires. Et donc du coup, ça a été une sorte d'évidence, parce que le projet était open source, de se présenter à cet appel à projet et de développer la plateforme pour aller un peu plus loin et dire ok, c'est une plateforme qui va à la fois collecter les données pour le territoire, les raffiner, les contrôler, les nettoyer, mais qui va aussi fournir tous les outils qu'il faut pour pouvoir en faire des applications. Et donc ça commence par les tableaux de bord, des écrans de suivi, du contrôle, de la gestion de commandes et puis de la création d'applications, notamment avec des outils comme Node-RED. Donc après, l'idée de la plateforme, c'est pas de tout réinventer non plus, hein. On réutilise des classiques du genre, des outils comme Superset, de la fondation Apache, des choses comme ça. Mais la force de DataBFC, c'est de l'intégrer correctement. Et puis c'est la création de tout le savoir-faire qu'il y a autour qui va être diffusé sur des forges complètement open source. Donc vous pourrez apprendre à monter votre cluster Kubernetes et lancer vos instances de DataBFC dessus en utilisant Drupal au centre. Et puis je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques parce qu'il y en a beaucoup. Alors, oui, peut-être sur cette plateforme, pour un petit peu la rendre plus concrète, nous parler un petit peu des cas d'usage qui sont proposés aux collectivités utilisatrices. Oui, alors dans le cadre de DataBFC TID, on a 8 collectivités avec lesquelles on travaille. Et l'idée, c'est d'aller s'asseoir avec eux et de leur fournir des petites briques de Lego d'outils dans un premier temps, et puis de voir ce qu'ils peuvent en faire. Et typiquement, on a une collectivité qui s'appelle Châteauneuf en Auxois, que vous devez voir quand vous prenez l'autoroute. On le voit, c'est un château qui est en 1500, qui est protégé des écorcheurs, quoi. Donc c'est le château le plus haut du coin, à côté du canal de Bourgogne. Et qui appartient à la région. Et donc il y a une problématique, mais tu spoil. Il y a une problématique, c'est que c'est une ville de 40 habitants l'hiver, 80 l'été. C'est un château qui appartient à la région et c'est une ville. Enfin une petite ville. Et donc du coup, il y a une problématique qui est de savoir comment on gère le lien entre les deux. Et typiquement, comment la ville peut expliquer que sa route est plus usée parce que tous les week-ends, il y a quand même 2000 personnes qui viennent voir le château et qui sont. C'est une ville dans laquelle il n'y a pas de boulangerie, mais par contre, il y a 2 galeries d'art, plusieurs restaurants et évidemment plein d'hôtels et de Airbnb. Mais ça, je passe sur... Et donc, du coup, l'idée, c'est d'aller mettre des capteurs avec le partenaire UpCity, d'aller mettre des capteurs qui vont aller notamment compter le nombre de personnes, de voitures, de choses comme ça, qui sont des capteurs complètement compatibles avec le RGPD. Hein. C'est des capteurs qui ne filment rien, en fait. Tout est généré localement. L'IA travaille localement dans le capteur. Et qui remonte par contre des informations en temps réel. Et du coup, on fournit ça aux maires et aux différentes personnes qui travaillent sur le sujet. Et on regarde par exemple combien de temps par an, ou voire même par heure, le parking du haut de Châteauneuf est rempli. Et quand il est rempli à plus de 200%, donc ça se voit assez vite. Et puis après, ça dégouline de partout, évidemment, parce que les voitures se garent de partout dans les belles petites rues du village et écrasent les roses trémières, ainsi de suite. Donc on est vraiment dans du dur de dur, et ça, on le fait avec un capteur par 10 habitants, c'est-à-dire 8 capteurs. Voilà. Donc on est sur un projet méga technologique dans un truc pas forcément technologique, mais c'est un très bon cas d'usage et qui du coup est directement utile pour aller chercher des financements, pour savoir comment refinancer sa route, parce que la route est hyper utilisée. Donc on a des fréquences de passage, d'horaire, des choses comme ça. Donc ça va remplacer notamment les boudins, parce que le boudin, on le met, ça coûte 3 000 €, 4 000 €, mais on ne le met pas dans la durée, alors que là on peut faire de l'analyse, mais on peut faire du suivi. Voilà. Après, les erreurs, il y a des marges d'erreur. Hein. Il y a des fois, il y a des gens qui sortent jamais du château, qui sortent jamais de l'église. C'est juste qu'on n'a pas bien compté ceux qui sortaient, mais voilà. Rien de bien méchant. Alors, peut-être aussi pour rentrer un petit peu au-delà des cas d'usage, pour rentrer un peu dans le cœur de cette plateforme, vous avez fait le choix d'appliquer des standards européens en matière d'interopérabilité, donc des API standardisés, des modèles de données normalisés. Et je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu pourquoi vous avez fait ce choix pour cette plateforme. Un petit peu. Alors, très très rapidement, là c'est moins fun, mais c'est quand même indispensable, pour 2 raisons principales. La première raison, c'est que c'est un outil de la région dont le but est de collecter et de sauver, protéger, structurer, stocker les données de la région. Donc en gros, l'idée c'est qu'il soit partout, en Bourgogne-Franche-Comté. Dès qu'on parle de données, on la stocke au moins là-dedans.
Donc évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut décemment utiliser les standards européens, sinon à un moment ou à un autre, on va avoir un problème. Et donc du coup, on fait en sorte de rentrer dans le grand mouvement des data space. Donc on travaille au niveau de l'OASC et de DS4SSCC. Je vous laisse chercher l'acronyme, il est bon. Donc DS4, voilà. Et donc qui sont des projets ou des organismes qui structurent la donnée et qui visent en fait à travailler sur en gros le pendant de ce qu'on va avoir dans les MIMS, là, les mécanismes d'interopérabilité minimum, qui sont aussi des sujets indispensables. Et donc ça, on va rentrer plus dans les schémas de données et en gros comment on fait pour décrire, je sais pas moi, un espace de parking. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qu'un DSI va se poser dans une, c'est pas la question qui va se poser dans une collectivité et pour autant c'est fondamental parce qu'à un moment ou à un autre, il va comparer ses données avec une autre ville et puis on ne saura pas les comparer parce qu'elles ne sont pas bien structurées, ce qui est quand même dommage. Donc on a un sujet comme ça stratégique et puis après on a un sujet pragmatique. Dans la vie de tous les jours de DataBFC, c'est bien d'avoir des données qui soient bien rangées. On utilise des choses comme Fireware, donc NGSALD, des standards comme ça. On y va doucement parce qu'il ne faut pas se faire écraser par le poids du standard. Mais comme on a des outils pour contrôler, on peut vérifier que nos données sont proches des standards ou pas. Et on peut, en toute quiétude, se dire nous ne sommes pas proches encore des standards, mais on pourra y arriver. Merci beaucoup, Louis et Philippe, pour la présentation. Je vous propose de... Sophie, alors peut-être pour un petit peu nous éclaircir sur... parce que vous travaillez sur ce sujet au CEREMA, nous présenter de manière générale c'est quoi ces MIMS et aussi ce qui est fait en France avec vous pour favoriser leur dissémination. Bien, alors les MIMS, en fait, aujourd'hui, il y en a donc 3 définis. Le MIM 1 qui vise à contextualiser les données. Donc je donne un exemple. Quand on dit orange, on pense à quoi? La couleur, ou à l'orange qu'on va manger au petit déjeuner, ou peut-être au nom d'une entreprise, ou encore à plein d'autres choses. Et donc, si on ne donne pas de contexte, orange dans une base de données, ça ne veut pas dire la même chose que dans la base de données du voisin. Et donc, on ne peut pas communiquer. Ensuite, le MIM 2 vise à utiliser la même méthodologie pour fabriquer justement des modèles de données contextualisés. Et donc aujourd'hui, il en existe un certain nombre de modèles qui sont plus aujourd'hui des sources d'inspiration, mais globalement, on aurait besoin de les gouverner à plusieurs pour qu'ils évoluent avec les réglementations, avec les usages. Le MIM 3, c'est le MIM qui permet les transactions de données, justement, au sein des data space, notamment, et qui va permettre que la donnée circule d'un point A à un point B, en respectant un certain nombre de critères, pour que ce soit bien la même donnée qui soit partie de A et qui soit arrivée à B, et qu'on ait toute la traçabilité en termes de droit et en termes de contrat. Ensuite, il y a le MIM 4 qui est en cours de définition, mais qui vise à ce que dans ces plateformes, on respecte la réglementation, donc le RGPD. Le MIM 5 vise à garantir une transparence des algorithmes, puisque de plus en plus dans les plateformes de gestion de données, et notamment les jumeaux numériques, il y aura des algorithmes pour exploiter la donnée. Ensuite, le MIM 7 qui est aussi très important, qui vise à faire le lien justement entre les données spatiales qui aujourd'hui sont standardisées, notamment par l'OGC, et faire le lien pour intégrer ces données dans des plateformes qui gèrent l'IoT ou d'autres types de gestion de données. Et on l'attend impatiemment, il est toujours en cours de définition. Ensuite, il y a des MIM, donc par exemple le 4 et le 5, qui visent à justement se mettre d'accord sur la façon dont on crée des indicateurs ou dans la façon dont on analyse les données, puisque d'un territoire à l'autre, par exemple, si on mesure nos émissions de carbone, tout le monde n'emploie pas la même méthodologie, tout le monde ne représente pas les indicateurs de la même manière, et si on n'utilise pas les mêmes unités, par exemple, on ne pourra jamais comparer deux territoires ou plusieurs pays ensemble.
Voilà, donc ces mimes, vous les retrouvez sur le site de Living in EU ou sur le site de l'OASC, et avec les descriptions détaillées, bien documentées, qui permettent à vos DSI ou à vos prestataires techniques de se familiariser avec. Pour les déployer, il y a aujourd'hui un certain nombre de briques logicielles qui sont facilitantes, notamment les context brokers, qui aident justement à relier les données ensemble avec des éléments de contexte et qui sont aujourd'hui maintenus au sein de la fondation FIWARE, donc qui est aussi une initiative européenne. On peut passer à la suite. Merci Sophie. Donc pour OGC, Open Geospatial Consortium. Voilà. Et sinon, vu qu'on a parlé beaucoup des jumeaux numériques pendant toute cette session, peut-être une question 2 en 1, nous expliquer un petit peu ce qui est fait au niveau européen sur la standardisation des jumeaux numériques, notamment dans l'EDIC, LTD, Cityverse, et aussi ce qui est fait en parallèle sur le versant français pour mettre à disposition des collectivités des éléments sur les jumeaux numériques locaux. Ok, donc au niveau européen, donc, les précédents intervenants en ont parlé, il y a donc un EDIC qui a été créé. La vocation de cet EDIC, c'est de regrouper tous les pays d'Europe. Aujourd'hui, il y en a 14 qui l'ont rejoint, ils sont coloriés en rose. L'objectif de cet EDIC va être de maintenir justement un commun de logiciels qui est aujourd'hui à disposition sur des forges, mais qui va être étoffé et on va dire complètement conforme aux MIMS, aux différents MIMS, même s'ils ne sont pas tous complètement définis, mais déjà ce qui est acquis aujourd'hui. Ça va être aussi l'objectif de créer les supports méthodologiques, les supports de formation, pour pouvoir utiliser, parce que mine de rien, c'est quand même assez complexe, et donc il y a besoin de beaucoup de sensibilisation et d'appui en fait au déploiement, puisque l'ambition, c'est que tout jumeau qui se déploie en Europe ait une même base commune d'interopérabilité, afin que tous puissent discuter ensemble à terme, et donc de pouvoir créer une infrastructure européenne composée de multiples jumeaux territoriaux ou nationaux selon les initiatives que les pays enclenchent. La façon dont va fonctionner cet EDIC, c'est qu'il va être dans un mode collaboratif, coopératif, et qu'il va non pas faire tout seul, ce qui n'aurait aucun sens, puisque vous l'avez compris, il y a déjà des réseaux Smart City, Living in EU et d'autres. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de fédérer l'écosystème et de labelliser aussi des acteurs privés qui vont être les relais et vont pouvoir accompagner les villes. Et donc pour la partie française, aujourd'hui, donc, déjà, on est là pour diffuser, sensibiliser, et pour que les choses s'accélèrent en France, on a monté un groupe de travail pour essayer de définir ce que pourrait être un plan national interopérabilité, souveraineté des données, qui sous-tendrait justement toutes ces infrastructures de jumeaux numériques, qui visent à définir déjà un ensemble de bonnes pratiques pour déployer les bonnes infrastructures techniques et la manière donc de partager les modèles de données, de capitaliser dessus, puisque en gros aujourd'hui, quand on commence à travailler sur les déchets, on réinvente le modèle, chacun réinvente le modèle. Or, au-delà de l'initiative européenne de l'EDIC qui va essayer justement d'avoir une espèce de marketplace de tous ces jumeaux, par exemple mobilité, déchets, pour que ce soit plus facile d'être réutilisé, dans chaque pays, il est nécessaire qu'il y ait des groupes miroirs qui se mettent en place, qui regroupent à la fois les acteurs publics, puisqu'un EDIC c'est à la base public, mais aussi les acteurs privés, et qu'il y ait comme ça une animation dans chaque pays pour relayer ce qui va se faire au sein de l'EDIC, mais aussi faire remonter les besoins des territoires pour que les supports de formation, les outils, tout s'adapte en fonction de ce qui remontera des territoires. Donc on a démarré un groupe de travail public-privé en France qu'on va désormais ouvrir plus largement pour justement que ce groupe miroir se constitue et diffuse largement
tout ce qu'on vient d'évoquer, afin que les jumeaux qui vont se déployer, puisqu'on en annonce quand même pas mal, reposent sur les mêmes technologies et les mêmes bonnes pratiques. Merci beaucoup Sophie, merci Philippe et merci Louis. Alors pour finir cette séquence, on va vous proposer un petit peu, pour clôturer, on a parlé de jumeaux numériques, de plateformes de données. Donc on va parler un peu financement. Oui, on a parlé des dispositifs de soutien, notamment de la Commission européenne. Mais il s'agit aussi de trouver des financements et des relais de financement. On en parlait justement avec la région Bourgogne-Franche-Comté. Alexandre, chez Cap Digital, vous réalisez cette veille pour les collectivités sur les financements. Alors comment ça s'organise un petit peu tout ça? Et est-ce qu'il y a des opportunités? Ça, on verra dans un deuxième temps. Ouais. Alors, au niveau européen, vous voyez une grosse masse budgétaire pour la période 2021-2027 à plus de 2000 milliards. Oui, et donc notre rôle à nous, c'est un petit peu effectivement de vous aider à vous y retrouver là-dedans. Mais il faut retenir que cette somme globale, il y a quand même plusieurs dispositifs qui sont mis à la disposition au service de la transition numérique des collectivités, des gouvernements locaux notamment, avec 5 programmes de financement que je vais vous présenter rapidement. Donc il y en a certains qui sont déjà assez connus, comme le programme Digital Europe, qui vise à renforcer les capacités numériques de l'Europe en finançant des projets qui développent l'infrastructure numérique, qui renforcent la cybersécurité ou promeuvent les compétences numériques avancées, et qui peut soutenir notamment des administrations publiques pour déployer de l'IA, du calcul de performance ou des services publics numériques. On a un deuxième programme qui est Horizon Europe, aussi assez connu, notamment des collectivités, pour financer des projets de recherche et d'innovation, pour faire progresser les technologies numériques et les services publics. Et dedans, il y a une enveloppe dédiée pour les technologies numériques clés comme robotique, 6G, Internet nouvelle génération, calcul de performance, big data. On a aussi le programme Interreg qui permet de la collaboration. La coopération entre des régions pour financer des projets qui renforcent la connectivité numérique et l'innovation dans les services publics. Et là, il y a aussi tout un aspect retour d'expérience, échange entre collectivités qui travaillent sur des défis communs. Et après, il y a deux autres programmes qui sont peut-être un peu moins connus, mais qu'il faut s'intéresser. Donc, il y a InvestEU, qui vise en fait à renforcer les investissements dans les technologies, les infrastructures et les compétences numériques en lien avec les priorités de l'Union européenne, comme le Green Deal, par exemple, dont on a parlé. Et il y a aussi un autre, le Connecting Europe Facility, qui vise en fait à améliorer la connectivité et l'infrastructure de l'UE en finançant des projets qui modernisent et développent les réseaux numériques et qui permet aussi à des administrations publiques de déployer du haut débit, des services publics numériques et des infrastructures numériques sécurisées. Et alors, en termes d'opportunités pour une collectivité qui nous écouterait, est-ce qu'il y a des nouveautés, des appels à projets ou des financements qui Alors, ce qu'il faut quand même retenir là, c'est qu'on vous présente quelques opportunités qui vont être publiées prochainement, tout en sachant que sur les programmes que je vous ai présentés, il y en a qui sont encore en cours d'élaboration de la feuille de route, donc ça ne sera pas exhaustif. Mais on vous a proposé une sélection pour les projets de transition numérique. Donc on a un premier appel à projet qui s'intitule, traduction française approximative peut-être, mais voilà, couplage, circularité et atténuation du changement climatique dans les sites industriels et les villes et régions d'accueil. Donc en gros, les dates, et ça sera valable pour tous les autres projets que je vais vous présenter, on vise une publication début mai normalement et une clôture pour septembre de cette année. Avec un financement disponible qui, pour cet appel à projet, sera de 3 projets pilotes à hauteur de 8,5 millions d'euros chacun. Et en gros, qu'est-ce qu'on attend de ces pilotes? En gros, des avancées significatives dans l'atténuation du changement climatique et le développement de la circularité des ressources, donc avec une réduction associée de la pollution et des déchets, mais il faut l'appliquer à des écosystèmes industriels à échelle urbaine et périurbaine. Et on espère aussi stimuler l'innovation et l'attractivité de la compétitivité locale et régionale. Un second appel à projet qui est solution innovante basée sur l'IA pour l'urbanisme et la gestion de la planification. En gros, les dates, c'est les mêmes. Par contre, là, ça financera 4 pilotes à hauteur de 6 millions d'euros chacun. Après... Alors, qu'est-ce qu'on attend dans ces pilotes? On attend
on attend du développement de modèles de jumeaux numériques dont on a parlé, avec intégration de l'IA, notamment générative, qui soit testée et mise en œuvre dans les villes participantes. On attend aussi des contributions à l'élaboration de bonnes pratiques et de recommandations sur l'intégration, l'orchestration de ces modèles de jumeaux et sur la mise en place d'outils pour aider à la planification et à la gestion urbaine. Et aussi des outils de visualisation du jumeau numérique pour encourager l'aspect participatif de la planification et de la gestion. Et une question, Alexandre, une précision. On est d'accord que 4 projets lauréats, c'est à l'échelle de l'Union européenne? Tout à fait. Très bien. Donc c'est compétitif. Très bien. Après, peut-être 2 autres. Donc, il y en a un qui c'est accélérer la transformation vers les villes climatiquement neutres, une économie zéro carbone et une autonomie stratégique grâce à des approvisionnements avant commercialisation. Donc, c'est un peu des pré-procurements, en fait. Et en gros, là, on attend le développement de solutions innovantes qui seront prêtes à être commercialisées et qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. La mise sur le marché et après la mise sur le marché de ces solutions innovantes avec déploiement dans les villes participantes. Donc là, on attend, il y aura 3 projets pilotes avec des montants à s'élever de 7 à 12 millions d'euros chacun. Et une dernière proposition en attendant la finalisation des plans de travail. Qui est un projet qui vise à augmenter la part modèle pour avoir des avantages sur la santé et réduire les émissions carbone et intégrer aussi des dispositifs de mobilité active et de micro-mobilité en utilisant les technologies, bien entendu, et les infrastructures intelligentes. Après, je voulais peut-être juste rapidement... il y a aussi le plan de travail de la mission Ville dans Horizon 2026-2027 qui est encore en cours d'élaboration, mais vous pourrez trouver des thèmes qui peuvent vous intéresser si vous voulez tendre vers la neutralité carbone. Donc en gros, les thèmes qu'il y aura, c'est introduire des modèles d'économie circulaire dans le secteur de la construction. Vous pourrez travailler sur des micro-réseaux innovants à courant continu basse tension pour améliorer l'efficacité énergétique et matérielle. Vous pouvez travailler sur du chauffage basse température individuel ou urbain en milieu pour décarboner le chauffage et le refroidissement. Il y a aussi des vallées hydrogènes, donc des possibilités de travailler sur l'hydrogène, sur l'eau, avec les eaux usées urbaines, donc pour tendre vers neutralité énergétique, efficacité énergétique, résilience et adaptation au changement climatique. La nature urbaine aussi, donc on retrouve tout ça, les sujets de la restauration de la nature dans les villes, et y compris par le développement du verdissement, des rues arbres, ce genre de concept. Et après, il y a aussi tout un aspect sur la mobilité, avec le développement de pôles multimodaux, de passagers inclusifs et résilients au changement climatique en renforçant le transfert modal vers le transport durable et la mobilité partagée. Et alors comment on fait si on veut suivre ces actualités, la publication de ces appels à projets, l'éligibilité, etc. Donc oui, pour suivre un petit peu tout ça, on vous propose 3 modalités ultérieures. Donc des sessions de formation qu'on va organiser dans le cadre du Smart Communities Network, donc qui est organisé cette journée, où on vous offrira un programme de formation complet pour aider les territoires à engager leur transition numérique, en incluant une présentation détaillée des programmes européens une fois qu'ils seront finalisés. Donc on vous proposera 3 dates, les 3, 12 et 19 juin avec des webinaires d'1h30. Deuxième possibilité, c'est effectivement d'aller vers les points de contact nationaux du programme Horizon, dont vous voyez les noms là, mais qui sont très informés sur tous les autres programmes de la Commission. Et troisième point, vous pouvez aussi venir nous voir à Cap Digital avec notre adresse, puisque voilà, on est spécialisé dans la recherche de programmes de financement, notamment sur la partie TID, donc territoire intelligent et durable, au niveau national et européen. Voilà pour aller rapidement. Merci Alexandre. Merci pour cette présentation. Alors, je ne sais pas s'il y a on a un petit peu de temps, questions dans la salle ou en ligne par rapport à la séquence même précédente pour la région Bourgogne-Franche-Comté, le CEREMA, ou pour Cap Digital. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne? Non. Pas de questions. Oui, une question dans la salle. Le micro pour les... Association nationale de recherche et technologie. Pas une question, mais une précision ou un complément plutôt sur les opportunités de financement européen. Il y a aussi un partenariat européen
qui est donc plutôt un regroupement d'États volontaires avec un abondement, une participation de la Commission européenne, qui s'appelle DUT, Driving European Transition to a Sustainable Future, je crois, et qui lance un appel à projet annuel, c'est toujours en septembre, qui se décompose en 3 piliers, un pilier économie circulaire urbaine, un pilier sur les quartiers à énergie positive, et puis un pilier plutôt mobilité logistique qui est sur la ville du quart d'heure. Voilà. Et donc il y a aussi des possibilités avec un groupe miroir national ville durable qui s'occupe en même temps d'être un point de contact national d'une certaine manière. Il y a beaucoup d'institutions qui travaillent en réseau aussi autour à la fois de la mission ville et du partenariat DUT. Voilà, c'était en complément de ce que vous disiez. Merci beaucoup. Oui, une autre question dans la salle. On a une question en ligne de Vincent Théry. Est-ce que des AAP pour soutenir la montée en compétences des adultes pas ou peu à l'aise avec le numérique? Alors c'est plutôt une question inclusion numérique. Ce qui n'est pas forcément l'objet. Là, on est plutôt sur les sujets de territoire intelligent et durable, développement de la transformation écologique, transition écologique, avec le pilotage des politiques publiques par la donnée. Et pour des appels à projets d'inclusion numérique, pas que je sache, il n'y en a pas forcément pour le moment. Voilà, non. Une autre question dans la salle. Oui, donc, question de profane. Jordi Delépine, la Seine en partage et ses affluents, qui est justement une association de communes qui intervient auprès des communes riveraines de toute la vallée de la Seine sur l'accompagnement, sur la redécouverte, la réappropriation des berges de Seine. Ça, si on doit avoir un projet numérique qui nous aide dans le programme, en termes de portabilité, ça veut dire est-ce qu'il faut qu'il y ait qu'une commune, qu'une région? C'est-à-dire que sur le plan géographique, sur le plan territorial, on regroupe des communes qui ne correspondent pas à un seul département ni à une seule région. Comment est-ce que ça se passe? En général, ça dépend vraiment des types de financement européens que vous voulez, mais sur les trucs que je vous ai présentés là, en général, on va attendre des consortiums multi-pays, en fait, parce qu'ils attendent une représentation de plusieurs pays de l'Union européenne. Et donc là, nous, ce qu'on fait, par exemple, à Cap Digital, dans ce genre de cas, on a une équipe Europe qui peut mettre en relation avec d'autres territoires ou d'autres pays, des collectivités qui sont intéressées en France pour essayer d'aider au montage de consortiums sur ces sujets. D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière question en ligne ou dans la salle? Oui, monsieur. Oui, c'est pour lancer peut-être un mot-clé que j'ai pas entendu dans les présentations et pour faire écho à ce que Louis Montagne disait pour l'expérience de BFC sur la motivation aussi pour utiliser des standards ouverts, c'est la souveraineté. Le fait que les collectivités locales et les pouvoirs publics gardent la main sur ce qu'on fait avec ces nouveaux actifs digitaux. Voilà, peut-être je voulais rebondir là-dessus, sur cette question de souveraineté du point de vue technique et peut-être aussi du point de vue politique. Je reviens sur scène, du coup. Oui, parce que les gens à distance, non, vous verront pas. Merci. Rebonjour. Donc, alors la souveraineté, peut-être c'est Philippe qui devrait répondre, mais d'un point de vue technique, clairement, l'idée de DataBFC est de fournir la souveraineté qui vient avec la liberté et qui vient avec la connaissance. C'est-à-dire que, en tout cas, quand on parle d'outils numériques, souvent, on va dire on n'est pas souverain. Et en fait, on va s'apercevoir qu'on n'est pas souverain parce qu'on utilise un outil avec une lettre de l'alphabet et qui est gratuit, voilà, et on dit souvent quand on est le produit, tout ça, quand c'est gratuit, c'est qu'on est le produit. Mais en fait, c'est pas si bête que ça comme adage, parce que quand on veut être souverain sur un outil numérique, il faut en contrôler un minimum de choses, il faut apprendre un minimum de choses. Et ce dont on s'aperçoit, et ce que je vois moi en tant qu'acteur dans les territoires, c'est que souvent, on manque de ressources clés dans les territoires. Les DSI ne sont pas suffisamment grosses, il n'y a pas suffisamment de gens qui savent. Et donc du coup, c'est aussi pour ça que dans la DataBFC, ce qu'on véhicule, c'est aussi de l'échange de savoir, de la documentation, de la formation, de l'information même, qui est déjà pas mal. Et tout ça amène petit à petit à la souveraineté. Mais sinon, oui, tout à fait. À partir du moment où on maîtrise les standards, qu'on maîtrise la façon dont c'est hébergé, parce qu'il y a aussi le transport des données et tout ça qui compte, et qu'on maîtrise les outils, on est relativement souverain, oui.
Allez, on prend quand même une dernière question, même si on a un peu dépassé le temps. S'il y en a en ligne, non. Ou dans la salle. Non. Eh bien, merci à tous les deux pour apporter des réponses et puis pour cette séquence financement, Alexandre. Et donc, il est temps de conclure pour moi cet événement. Et je tiens à remercier tout d'abord les intervenants, les territoires qui ont fait le déplacement, qui n'ont pas fait le déplacement, mais en tout cas qui ont partagé et témoigné. Donc Bordeaux Métropole, Lisieux, Normandie et puis la région Bourgogne-Franche-Comté. Et je tiens aussi à remercier nos partenaires, la Commission européenne, Cap Digital et le CEREMA pour l'organisation de cet événement. Alors aujourd'hui, c'était le dernier événement de ce cycle IA Data, mais c'est pas parce que il y aura d'autres événements, mais c'est pas parce que ce cycle finit que on arrête d'échanger et de discuter sur ces sujets. On en a parlé aussi un peu en introduction. La Banque des territoires, soutenue par l'écosystème, a lancé Numérique 360. Vous tapez sur internet numérique360.banquedetterritoires.fr, puis vous atterrissez sur cette page, sinon vous avez mis les petits QR codes. Et l'objectif, c'est de mettre à disposition des collectivités du contenu écrit pour faciliter le passage à l'action, des fiches actions, des retours d'expérience de collectivités, des regards d'experts aussi. On en aura un prochainement sur le sujet Fiware. Et puis on en a aussi sur les réseaux, sur l'IA. Donc on met à disposition ces ressources-là en ligne. Et puis le cycle se finit aujourd'hui, mais les replays des événements sont disponibles. Le replay de cet événement sera également disponible et sera envoyé aux participants. Et puis vous le trouverez aussi sur la page agenda du Hub des territoires. Les supports aussi présentés de tous nos événements sont disponibles en ligne. Et puis, particularité d'un événement dans le cadre d'un cycle data et IA, et dans le cadre des cycles web des territoires, c'est qu'il y aura aussi un podcast qui sortira dans quelques mois et qui essaiera de ressortir les grands sujets qu'on a pu traiter, que ce soit les sujets d'accès aux ressources, de la formation action, de l'IA, du service public, des concertations territoriales de l'IA, des tendances, des dynamiques dans les territoires. Et donc, on vous donne aussi rendez-vous dans quelques mois pour la publication de ce podcast. Et puis, je tiens à remercier le Hub des territoires et puis tous les organisateurs et tous les partenaires mobilisés autour de ce cycle. Je remercie aussi les participants en ligne de nous avoir suivis. On a un petit peu dépassé de 11 minutes. Mais voilà, on espère que vous êtes restés avec nous jusqu'au bout. Et puis, pour les personnes présentes, je vous invite à un petit moment de convivialité au Hub des territoires. Encore merci à toutes et à tous.